Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire sur Looker. Je vais me présenter. Thomas Desgeorges, leader de la communauté Modern BI Analytics chez Kerus. Je suis tech lead sur des outils de data et de BI depuis plusieurs années maintenant chez Kerus. Et avec Manuel, que je vais laisser se présenter. Oui, donc Manuel Assanti, chez Keris depuis 2012, et manager BI et expert SAP Business Objects. Et tous les deux, nous allons donc vous présenter donc pendant une petite heure. On laissera de la place pour les questions à la fin de cette présentation. Donc une présentation sur Looker. Donc pour vous donner un petit peu les premières, je vous montrerai l'agenda, hein, ce sera beaucoup plus simple. Pour vous donner donc un premier aperçu de l'outil sur son positionnement, quelques éléments différenciants par rapport au reste finalement du paysage d'outils BI. On fera un petit point également tarification. On vous montrera un petit peu également à quoi ça ressemble pour vous faire une petite idée. Et on vous livrera également nos premières impressions sur l'outil pour voir un petit peu comment nous, ce dont on pense de l'outil, comment nous on le positionne finalement dans ce paysage. Je vais donc commencer par une petite introduction de Looker. Looker, donc son histoire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un outil qui a été racheté par Google. C'est-à-dire qu'il a été créé en 2012 à la base en Californie. Et puis bon, après un certain nombre de levées de fonds successives, l'outil a plutôt bien grandi, plutôt bien évolué jusqu'à attirer l'attention d'un gros géant de la data. Et Google a finalement fait le choix donc un petit peu après je crois que c'était après le rachat par exemple de Tableau par Salesforce. Dans cette vague-là, Google a également acheté donc un outil de visualisation, data analytique pour l'intégrer à sa plateforme d'outils BI et l'intégrer donc à la plateforme GCP. Donc un petit rachat pour un montant, ouais, 1,6 milliard, non 2,6 milliards, voilà, donc plutôt pas mal, plutôt une belle valorisation en tout cas. Euh, Maintenant sur la partie plus positionnement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc Looker se positionne vraiment comme étant une plateforme analytique. C'est-à-dire que le but, ça va être de mettre à disposition des données via Looker. Et par exemple, si on le met dans le contexte Google, donc dans un univers GCP, BigQuery, l'idée, c'est vraiment d'avoir un environnement centralisé de données. Looker va se connecter vraiment à une base de données SQL. Donc, par exemple, par exemple ce qui peut être hébergé sur GCP effectivement. Et le but, ça va être vraiment ensuite d'exposer les différentes parties de la donnée qui peuvent être stockées de manière structurée, enrichie, mais via ensuite différents cas d'usage, différents moyens pour qu'on va voir hein, par la suite pour justement exposer cette donnée où qu'elle soit de manière assez performante. Donc, ce qui vient avec l'outil, ça va être donc un nouveau langage, un langage de modélisation de couches sémantiques, donc LookML, dont on va parler un petit peu plus après, qui est vraiment au cœur du produit. Et on verra qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont également permettre d'enrichir la solution avec les blocks, les actions, les API, etc., etc. Et ça, pareil, on va le détailler un petit peu plus par la suite pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, comme Looker se positionne vraiment dans un contexte de BI centralisé, c'est pas l'outil le plus adapté dans un contexte BI agile, hein, contrairement à d'autres outils tels que les clics Tableau et Power BI sur le marché qui ont fait ce choix-là d'un outil quand même plutôt orienté self-service, mais self-service dans le sens où les utilisateurs n'ont pas forcément besoin d'attendre qu'une équipe IT va enrichir des jeux de données, rajouter de nouvelles sources, etc. Là, on va quand même avoir une certaine dépendance, une certaine inertie par rapport à ça.
Looker est évidemment parfaitement intégré dans la suite GCP. Justement, c'est là où il va le plus briller finalement dans son intégration dans la Google Cloud Platform, mais pas que, et tout à fait intégré sur la partie AWS ou Azure en fonction de l'hébergement des différentes de la base de données décisionnelle centralisée. Il y a une possibilité de faire du on-premise. C'est clairement pas comment dire l'option le plus recommandée par Google, mais c'est tout à fait possible d'installer une version on-premise de Looker pour l'administrer directement depuis son réseau. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'il y a depuis très peu de temps un partenariat avec Tableau qui a été signé. Alors on commence à avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. On va en reparler un petit peu de ce positionnement, de ce partenariat Tableau pour la partie vraiment DataVis, où en fait, a priori, ça serait plutôt sous la forme d'exposition d'API des données exposées par Looker via donc une connexion API pour qu'elle soit retranscrite, exposée sur les visuels Tableau par la suite. Voilà, donc a priori ce serait sous cette forme-là que le partenariat prendrait forme, à voir s'il y aura des compléments ou s'il y a une évolution ensuite dans l'avenir pour ce partenariat-là. Manuel, je te laisse continuer. Oui, comme le disait Thomas, Looker est basé sur des use cases, donc ils sont partis de ce qu'on utilisait le plus sur les données pour définir le but de Looker. Donc, comme Thomas le disait, on part sur une base de données SQL forcément au départ. On va créer en fait toute notre couche sémantique, les autorisations, toute la partie sécurité, les interactions que l'on peut avoir avec les API. On va créer tout ça dans Looker. On verra après, c'est en LookML, donc tout est dans ce même langage. Et au niveau des use cases, on va avoir donc une partie analyse et BI moderne avec des créations de tableaux de bord, avec des analyses approfondies, des exports de données qui sont possibles à cet endroit-là. Une information intégrée, ça s'intègre parfaitement dans le système BI actuel, système BI existant. On va pouvoir unifier les données et les mettre à disposition des équipes. Et on aura les outils nécessaires pour prendre des décisions plus efficaces en fonction des données. Et des workflows fondés sur les données. Donc là, on va essayer d'économiser du temps en s'intégrant aussi dans d'autres applications et faire des interactions avec ces autres applications. Donc ça peut être des actions comme envoyer des SMS, lancer une campagne marketing par mail, des choses comme ça qu'on va pouvoir faire au niveau des workflows. Et donc se baser sur ces données qui vont être unifiées et caractérisées dans Looker pour pouvoir déclencher des actions derrière. Et les applications personnalisées, donc on va pouvoir intégrer nos tableaux de bord Looker dans des applications métiers par une intégration dans l'application d'une partie des données, de récupération uniquement des données pour les présenter d'une autre façon, ou carrément le dashboard intégré dans l'application. Donc quand Looker est intégré dans GCP, on va voir que la partie, tout ce qui va être apport de données va venir de Google Cloud. Et la préparation aussi des données va venir de Google Cloud. Looker va pas pouvoir préparer les données. Par contre, va rajouter cette couche sémantique et cette partie présentation des données et authentification. On retrouve aussi toute une brique d'API qui est tout de suite d'API moderne qui va être tout de suite intégrée dans Looker. Et c'est ça le cœur en fait aussi de Looker, c'est de pouvoir intégrer facilement ces données-là dans d'autres applications. On voit aussi sur la partie UI, on va voir aussi après toute la partie interaction avec le monde extérieur à Looker, donc la partie marketing, la partie envoi des SMS, intégration aussi dans Jira ou dans des applications de développement pour pouvoir avoir ce retour d'informations qui est pré-traité par Looker. Je te laisse continuer. Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, la partie LookML, c'est le point fort de Looker dans le sens où tout est unifié sur une seule syntaxe pour la conception à la fois de la connexion aux données, de la couche sémantique, la partie vue, toutes les visualisations, tous les dashboards, tout utilise le même langage et c'est un langage, un métalangage qui est simple à visualiser et à comparer aussi d'une version à l'autre. Donc on a une intégration Git native aussi dans l'outil qui va nous permettre de faire une comparaison facilement de versions, de versionner, de revenir en arrière, de passer d'une plateforme à une autre aussi facilement.
Et, et, et tout est vraiment développé avec ces mêmes langages. Donc on peut aussi, donc si on développe d'un point de vue graphique avec des glissés-déposés, des choses comme ça, un indicateur ou une dimension ou une visualisation, on peut très bien aussi repasser en mode LookML pour éventuellement customiser ou parce qu'on a une bonne pratique qui a été utilisée, de revenir et de réutiliser cette bonne pratique. Looker propose aussi, via un marketplace, des Looker blocks, donc qui sont soit gratuits, soit des Looker blocks développés par des tiers et qui deviennent payants. Et ces Looker blocks vont permettre de récupérer des blocs complets d'analyse de données, soit avec la source, soit avec la source et la partie analyse. On prendrait éventuellement un modèle complet pour la partie Google Analytics, Ad Analytics, pour récupérer toutes les informations de publicité que l'on aura pu avoir sur nos différents sites internet et avoir directement une présentation associée, ou ça peut être le cas aussi dans les coûts d'usage de toutes les VM ou tous les outils qu'on utilise sur GCP, AWS ou Azure. On va avoir des blocs comme ça qui vont nous permettre de tout de suite sortir les bonnes informations, les bons indicateurs. Et éventuellement aussi pour tout ce qui est la partie développement, donc du Jira, du GitLab, on va pouvoir récupérer aussi toutes nos statistiques de développement, savoir si on traite de bonne façon les tickets. On a des modèles optimisés en fonction de différentes bases de données SQL ou différentes sources. Par exemple sur un ERP où on va avoir un modèle optimisé pour extraire les données d'un ERP. On a des blocs de visualisation qui vont permettre d'avoir des tableaux de bord prédéfinis en fonction d'un type de métier. Et on a des modèles de blocs embarqués également qui vont nous permettre d'intégrer nos applications, enfin nos lookers dans des applications déjà existantes. Faut vraiment voir ces blocs comme des éléments un petit peu préfaits, pré-mâchés à intégrer directement pour enrichir finalement nos données centralisées. Donc c'est quand même un élément qui est déjà tout fait, prêt à l'emploi, qui va vraiment rajouter de l'intelligence finalement à nos données. De la même manière, sur un contexte un petit peu différent, mais dont Manuel a déjà parlé dans la partie workflow, on a aussi ce côté action sur la donnée qui est beaucoup plus développé que sur d'autres outils. C'est-à-dire que là, on va avoir pareil que pour les blocs, un petit peu des composants, des packages déjà tout faits, que vous allez pouvoir un petit peu actionner en plug and play sur vos workflows et vos cas d'usage déjà que vous avez vous-même développés, qui vont vous permettre directement sans sortir de Looker, c'est là l'intérêt, hein, sans sortir de Looker, de faire un certain nombre d'actions du coup, qui vont être variées. Alors là, on en a noté quelques-unes pour vous montrer quelques exemples, mais il y en a vraiment une multitude. Ça va être des envois de mails, ça va être même des mises à jour de record, des mises à jour de lignes de données dans votre base de données. Ça va être du partage d'informations. Manuel parlait de Jira sur la partie Slack également. Donc tout ce qui va être vraiment gestion de projet, ticketing, etc. Tout un système également d'alerte sur des événements que vous allez pouvoir mettre en place, création de tâches, on parlait de campagne marketing effectivement, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça va vraiment être intégré dans des outils tiers ou des outils de Google, hein, d'ailleurs. Par exemple, dans un des éléments qu'on a pu mettre sur l'écran, vous avez la partie d'importation de données de Google Analytics. Voilà, ça va pas forcément sortir de la brique Google. C'est vraiment des packages, des éléments tout faits en lien, en partenariat avec soit l'outil ou l'éditeur tiers sur lequel va reposer ces actions. Voilà, marketing par exemple, il y a sur la partie campagne marketing, ça va être l'outil Marketo, je crois, qui va être leverage sur ce genre de choses, etc., etc. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que on est dans Looker, on est en train de regarder ces données, d'être sur la partie plus restitution, exploration, etc. Mais en fait, pas que. On va pouvoir vraiment prendre des décisions directement et prendre des actions, lancer un plan d'action directement depuis les données qu'on est en train de regarder et d'observer. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Alors que par exemple, sur d'autres outils,
soit ça va requérir des développements supplémentaires, parce que oui, c'est possible. Globalement, ça peut être possible sur d'autres outils, mais il va y avoir un effort assez conséquent à mettre en place. Ou alors, il n'y a pas ce côté template ou déjà packagé où vous allez devoir tout refaire, même si ça peut être en low code. Il y a quand même tout à redévelopper à chaque fois. Donc là, c'est vraiment prêt à l'emploi. Sachant qu'évidemment, d'autres actions peuvent être développées. Hein, ça, c'est pas du tout un problème, mais il y a déjà une bibliothèque riche de marketplace à disposition. Pareil, hein, certains gratuits, certains payants, ça va vraiment dépendre de l'élément en question. Un autre, oh, pardon, je vais passer un slide un peu rapidement. Un autre élément à prendre en compte, c'est qu'il n'y a aucun client lourd à installer, c'est vraiment 100% seamless. Quand vous êtes sur Looker, en plus si vous êtes sur la partie GCP en amont, finalement vous avez vraiment un point d'entrée, une page web sur la partie Google et la partie Google Console. Et en fait vous allez continuer sur cette lancée-là pour faire en plus de vos données la partie LookML, que ce soit en glisser-déposer ou que ce soit en script, hein, comme le disait Manuel, ou la partie visualisation, etc., etc. Vous restez vraiment dans une page web, quel que soit l'environnement de déploiement choisi. Pour rappel, hein, il y avait GCP, AWS, Azure, etc. C'est vraiment la même chose, quel que soit le choix de déploiement. Voilà. Bon, sauf en on-prem, hein, bien évidemment. Enfin, vous êtes sur une partie page web, mais sur le réseau de votre propre réseau local, évidemment. Pour continuer sur la partie plus tarification, pardon, excusez-moi, ma souris est sensible. La partie tarification, donc, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, il n'y a pas de prix public. Premier point qu'on doit absolument adresser, c'est que au niveau tarification, pour vous avoir vraiment des renseignements, il faut en fait contacter Google directement. Alors nous, on a quelques idées ordre de grandeur un petit peu sur les prix, donc c'est ce qu'on va un petit peu vous exposer là, et surtout vous exposer la typologie de tarification en comparaison avec la concurrence, les autres outils qui sont déjà un petit peu plus implémentés sur le marché. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va choisir finalement une offre, une plateforme, un package, un package standard finalement d'une certaine manière. Bon, pas confondre avec le package standard qu'on peut voir à l'écran, mais vous avez un peu trois niveaux de plateforme que vous allez choisir en fonction des modules, des fonctionnalités, et également du niveau de SLA. Bon, même si pour 0,4%, je ne sais pas si ça fait un gros, un gros impact comment dire, pour le choix de votre package, mais globalement, vous allez prendre finalement un petit bundle de licences qui vont être déjà intégrées dans ces plateformes-là. Globalement, 10 standard users et 2 ou 5 licences développeurs selon si vous prenez standard advanced d'un côté pour les deux ou elite pour l'autre. Et après, vous allez vraiment avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont dépendre de votre choix de plateforme. Concrètement, un élément assez différenciant, ça va être par exemple le nombre de calls d'API externes que vous allez avoir à disposition avant de devoir payer à l'usage. Vous avez un cas 1000 calls inclus dans la partie standard et 100 cas inclus à partir de la plateforme avancée. Il faut savoir que même la partie admin est soumise à cette partie de call API, donc attention à ça. Ce qu'il peut y avoir en plus, ça va être la partie localisation que vous allez pouvoir trouver dans la partie avancée, toute la partie permission avancée que vous allez pouvoir mettre en place sur la partie également la plateforme avancée à minima. Et après, tout ce qui va être plus sur du multi-instance, ce qui va être sur un module également de data validation de LookML, ça va être vraiment sur la partie élite. Donc vous voyez, en fonction de ces différents composants, vous allez vraiment déjà un petit peu vous positionner sur un choix de plateforme. Ce à quoi vous allez rajouter ensuite deux typologies d'éléments. Si le slide veut bien passer, voilà. D'un côté, enrichir avec un certain nombre de licences utilisateurs, puisque vous êtes vraiment être à la licence utilisateur. Actuellement, il n'y a pas, en tout cas pour l'instant et dans ce qui est bien annoncé, comment dire, de système de licence illimitée en utilisateur par exemple dans un certain cas d'usage ou autre, comme on pouvait le voir par moment, comme on peut le voir par exemple pour Click. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas. Mais vous allez pouvoir donc soit avoir des licences de viewer, donc vraiment sur la partie lecteur, ou pour pouvoir accéder
aux données exposées à Looker, on va vraiment avoir un minima besoin de ce genre de licence. Et la partie standard développeur, ça va vraiment être sur des éléments comment dire toute la partie contributeur, la partie plus développement derrière tout le script LookML, etc., qui vont être accessibles soit à l'un soit à l'autre des typologies d'user. Et ensuite, donc un petit peu également à l'image de Click, on retrouve un petit peu cette typologie, cet système à la carte d'add-on également sur Click, où vous allez avoir donc des add-ons, des composants supplémentaires qui vont être également payants pour pouvoir les incorporer en plus de votre choix de plateforme. Bon, par exemple, le white labeling, des instances additionnelles de dev et de recettes, c'est vraiment en supplément. Pour le coup, Tableau, c'est pareil d'ailleurs. Il y a un système de cache, alors de log, le Elite System Activity, c'est vraiment la partie log, le journaux d'activité, et Enhanced Caching, concrètement, Looker fonctionne beaucoup sur du cache. Évidemment, il y en a par défaut d'allouer, hein, mais pour un petit peu améliorer débloquer plus de possibilités, le faire à la carte, ça va être sur ce système de enhanced caching. Voilà, donc pareil, ces composants, il y a un prix standard à négocier avec Google, mais après, plus vous prenez par exemple du cache, hein, c'est assez facile à visualiser, plus vous souhaitez booster votre expérience Looker avec un cache amélioré, 8 Go, 16 Go, 32 Go, etc., plus évidemment, plus ça va vous coûter cher. Concrètement, comment marche la concurrence de manière assez comment dire succincte, hein, on va pas trop aller en profondeur là-dedans. Tableau, vous êtes vraiment sur deux typologies de licences avec la partie serveur, la partie utilisateur. Globalement, Tableau, ça va être quand même sur le haut du panier en termes de coût. Click, une tarification un petit peu plus sur mesure, avec également ce système de licence utilisateur en fonction de viewers ou de développeurs, mais également des possibilités de faire des capacités de minutes, parce que Click a en tête que il y a un certain nombre de volumes d'utilisateurs qui peuvent juste se connecter de manière assez ponctuelle à des rapports pour de la consultation une fois par semaine. Donc il y a ce système de pool de minutes qui permettent de décompter ces éléments-là de connexion à l'usage. Ça permet de ne pas payer une licence à l'utilisateur par tête. Et également une autre typologie complète comment dire, de tarification, où là vous allez être en illimité en termes d'utilisateurs. Par contre, vous allez payer finalement un peu au cœur, hein, à la puissance allouée sur l'installation, installation de cloud, hein, ce que vous choisissez quand c'est hébergé par l'éditeur. En fonction de votre puissance, vous allez payer vraiment à la puissance de la solution de déploiement choisie. Et vous êtes donc en utilisateur illimité. Et Power BI, où ça va être un petit peu plus simple, il y a une licence pour tout le monde, la licence Pro. Si vous souhaitez vraiment aller sur des éléments premium, c'est là où vous allez avoir le choix de soit d'avoir du premium par utilisateur, ou alors d'être sur une capacité premium. Ça va être vraiment la partie capacité premium, la partie BI d'entreprise généralement. Où là vous allez vraiment être sur tous les lecteurs, ça va être en illimité, un petit peu comme pour Click de ce côté-là. C'est vrai que on l'a pas précisé sur le slide directement. Donc là, vous êtes tout ce qui va être dans votre capacité premium. En fait, les lecteurs vont être en illimité. Par contre, il faudra toujours une licence créateur, donc la licence pro par personne à minima. Voilà. Et histoire de vous donner un petit peu une idée de comparaison, ce qu'on a voulu faire, c'est un petit peu vous faire une projection relative de coûts sur deux scénarios, parce que les deux il y en a deux qui se distinguent. Globalement, dans une petite équipe, une PME, donc comme vous avez vu, vous avez la partie vraiment plateforme plus la partie licence et add-on. Globalement, sur une petite équipe, on pourrait se dire que notamment la plateforme standard suffit. Voilà, on parle vraiment de à peu près une demi-douzaine, hein, de personnes qui auraient besoin d'être assez autonomes. Alors là, est-ce que le choix d'outils est bon? C'est pas du tout la question, c'est vraiment une question de tarif et de comparaison de coûts. Concrètement, ce serait comme installer un tableau chez un client en termes d'échelle de valeur. Et dans un élément, dans un contexte plus standard ou même big, alors c'est à partir de 50, mais 1000, 1500, 10 000 utilisateurs, hein, dans un contexte beaucoup plus at scale. Là, globalement, en fonction justement des tarifs et comment dire, et des coûts dégressifs, ça va plutôt se situer entre Click et Tableau. Voilà, pour vous faire une idée. Petit point à noter, si on raisonne vraiment uniquement en termes de coûts,
sur une souscription de licence, bah, c'est vrai que Power BI sera quand même toujours plus compétitif que la concurrence, et Looker inclus. Looker ne va pas changer la picture par rapport à ça. Alors Manuel, je te laisse continuer sur un petit aperçu de l'outil. Oui, donc un aperçu de l'outil, voilà, on présente là par exemple un des dashboards qui a été développé par Looker et dans lequel on va retrouver donc ces différentes visualisations que l'on va retrouver dans le dashboard. On a une barre de filtres que l'on peut personnaliser sur la partie haute en dessous du titre. Et en haut à droite, on va retrouver un bouton où il y a écrit Just Now qui permet de rafraîchir les données. Donc on va avoir les données avec une date à chaque fois qui va être donnée. Et puis on peut mettre du rafraîchissement automatique à l'ouverture ou périodique sur ce tableau de bord. Et ça peut aussi, les filtres vont être affectés à une ou plusieurs des visualisations qu'on aura mis dans le dashboard. Donc, en fonction, on peut mettre des liens aussi de clic entre une visualisation qui affecte une autre visualisation pour refiltrer une autre. Voilà. Une grande interaction. Le dashboard s'affiche très rapidement dans les navigateurs. Hein. C'est vraiment un gros atout pour la partie seamless où on passe très facilement aussi de cette partie visualisation à la partie conception de ce même tableau de bord. Si on prend une de visualisation particulière, on peut repasser en mode édition pour revenir et voir comment a été conçue cette visualisation. Donc on va préparer des explores que l'on va préparer avec des vues. Donc dans l'explore, on va choisir les dimensions, les indicateurs que l'on souhaite voir apparaître dans notre visualisation. On va préparer avec un tableau qui reprend toutes les données sur la partie en bas à droite. Et sur la partie à gauche, on va pouvoir créer éventuellement des dimensions ou des indicateurs qui n'étaient pas prévus dans la partie dans la couche sémantique qui a été développée avant. Et donc on va préparer notre visualisation, mais c'est pas forcément, c'est un modèle de visualisation qu'on va mettre à disposition des utilisateurs. On va pas forcément utiliser celle-ci telle qu'elle est dans le dashboard parce qu'on va préparer, proposer, et l'utilisateur dans son dashboard pourra éventuellement recustomiser sa visualisation associée. Et pour revenir au LookML, donc tout ce qui a été développé se retrouve dans ce langage LookML avec une syntaxe où on ne développe pas réellement de SQL. On peut en faire, mais c'est pas le but. Mais on peut le faire, par exemple, il y a un exemple là sur un trigger SQL qui peut être déclenché, mais on n'a pas enfin tout est développé dans ce LookML avec une syntaxe assez claire. D'un point de vue, si on doit reprendre quelque chose, on va cliquer sur un des titres et en face, l'aide va tout de suite se mettre en place pour nous proposer et nous dire quelles sont les options disponibles pour chacun des objets qu'on va mettre dans ce langage-là. Et on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des exemples aussi qui sont fournis à chaque fois qu'on veut positionner quelque chose supplémentaire, une jointure, un indicateur, toutes les possibilités qui sont faites là, on peut rajouter des choses ou, encore une fois, repasser sur la partie graphique pour développer nos indicateurs ou rechanger les jointures que l'on veut mettre entre tables. Voilà. Tout est disponible dans LookML en tout cas, sous forme de petits fichiers qui vont permettre d'être aussi synchronisés avec Git. Donc c'est là où on va pouvoir facilement aussi comparer d'une version à l'autre et publier une version bien spécifique dans une plateforme de production éventuellement, si on a plusieurs plateformes. Donc, de mon point de vue, j'ai commencé avec Looker au mois de mai. On est quelque chose qui me parut très facile à prendre en main. Le site de formation est très intuitif et très interactif. Donc on passe d'une partie théorique à une partie pratique et directement dans la même page web. Donc c'est facilement aussi intégré dans toutes les applications. On a quelque chose de très réactif. Le côté seamless est vraiment très 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 abouti. Ça apporte aussi un modèle de données gouvernées dans le sens où on a une vraie couche sémantique, un peu comme on le fait côté BO. On n'a pas cet aspect préparation des données que peuvent proposer d'outils DataVis modernes, mais là on est plutôt sur quelque chose où on présente les données et la partie préparation des données, on le laisse à d'autres outils qui sont dans GCP ou AWS. Voilà, on est plutôt
à venir en bout de chaîne. Donc c'est un plus et c'est aussi un moins dans le sens où il va falloir que du coup on prépare nos données. Donc comme on n'est que sur une source SQL, il faut qu'on ait préparé un data mart, il faut qu'on ait préparé des données et les interactions qu'on veut donner directement dans cette base-là. On va pas aller se connecter sur des web services pour aller chercher les données. On est vraiment en bout de chaîne en train de préparer la partie la couche sémantique et la présentation des données. En plus, on retrouve bien de l'interaction avec les API. Si vous avez des applications métiers que vous développez en plus avec les API Google, si vous êtes habitué sur les API Google, on est sur quelque chose de très moderne là-dessus et très facilement intégrable. Et comme je vous disais aussi, bah, vu que c'est lié à cet environnement développeur, on a l'intégration Git qui a un gros point fort là-dessus, où on va vraiment pouvoir gérer nos versions de couches sémantiques ou de visualisation de dashboard qu'on va vous remettre à disposition. Dans les moins, j'ai aussi le nombre de visualisations. On reste un peu sur notre fin sur les visualisations qui sont proposées. On a voilà, pas une grande bibliothèque, mais ça se complète avec des choses qui sont proposées en complément, donc dans le marketplace associé, où des tiers peuvent rajouter des visualisations qui ne sont pas proposées par Looker par défaut. Et on a du mal aussi dans la documentation. Ça change beaucoup en ce moment, mais voilà, la documentation pour le moment, on a du mal à retrouver nos petits et retrouver vraiment ce que l'on cherche. La documentation intégrée à l'outil est bien, mais la documentation à côté, vraiment sur le site de documentation, est moins claire et moins bien organisée. Et après, forcément, l'outil est nouveau, en tout cas du côté Google, et la communauté cliente est assez limitée, donc on va avoir peu d'informations sur Internet. Mais ils essayent de compenser ça avec un système de chat intégré avec les équipes de développement de Looker qui sont censées être réactives. On n'a pas encore pu tester beaucoup, mais voilà. A priori, ils ont pour but d'accompagner les clients quotidiennement. Ouais, ce point, ils le mettent beaucoup en avant. Alors, nous, on n'a pas pu l'expérimenter de notre côté, mais c'est le Customer Love Department, quelque chose comme ça, où effectivement, apparemment, ils ont très très bon retour sur ça, qui justement vient compenser ce manque de communauté, comme tu le disais. Alors moi de mon côté, disons que bon, je partage un certain nombre d'avis de Manuel, donc je ne veux pas les répéter, mais c'est vrai que ce qu'on peut voir, et ça c'est la force de la solution qui va à contre-courant justement de ce qui peut être proposé sur d'autres outils modernes actuellement comme les Click, Tableau et Power BI, c'est que c'est vraiment une solution qui va être optimisée dans une chaîne, en bout de chaîne décisionnelle. Donc quand on a bien mis en place ces bonnes pratiques, toute sa plateforme d'intégration de données, de retraitement de data quality, qu'on a tout bien restocké ça dans une base de données, bah, l'outil, il est absolument parfait pour continuer l'exploitation des données qui ont été centralisées. Alors que du coup, on a évidemment plus de flexibilité sur les autres outils, mais du coup, ça permet de faire aussi beaucoup plus n'importe quoi, soyons réalistes. Donc là, on va être vraiment assez cloisonné dans une pratique optimisée justement dans les bonnes pratiques BI, donc c'est quand même plutôt intéressant et plutôt audacieux aussi. Enfin moi je trouve, de mon point de vue. La partie LookML, vraiment, alors ça rejoint ce que disait Manuel sur la partie univers BO quand il le compare à BO, mais c'est vraiment, on est là pour mettre en place une couche sémantique. C'est les données, il n'y a pas j'importe les données, je les stocke à un endroit, je fais ensuite enfin je fais ensuite un petit peu ma cuisine avec mes données. Non, c'est vraiment de se reposer justement sur le moteur SQL qu'il va y avoir derrière. On est juste là avec l'OQML pour créer cette couche sémantique intermédiaire avant l'exposition des données. Et pour moi, la partie vraiment action sur les données incorporées, c'est un gros plus. C'est un gros plus parce que c'est un petit peu ce qui manque dans les outils de BI moderne, ou du moins sur une manière facile d'avoir ce genre d'équivalent. Il y a pas, c'est beaucoup de développement généralement, où c'est des choses à faire en plus en tout cas, et les gens sont déjà suffisamment occupés à créer leur reporting pour penser à aller plus loin là-dedans. Là en fait, comme c'est déjà tout pré-mâché, tout prêt à l'emploi,
clairement c'est quelque chose qui est très facile d'incorporer et d'avoir une expérience toujours dans cette logique d'expérience seamless. On reste dans l'outil et on a la capacité de gérer un certain nombre de choses directement avec les équipes métiers, directement sur le terrain, etc. Et en fait, on reste dans Looker. On reste dans Looker, on a ces mises à jour sur nos bases de données, on a ces envois de mails, ces envois de messages, etc. Ces créations de campagnes marketing. Tout ça, ça reste dans l'outil et c'est trigger ou actionné sinon via Looker et les données Looker qu'il y a derrière. C'est ça qui est intéressant. Par contre, les moins, c'est aussi un pendant du premier point que je donnais avant, c'est que du coup, c'est pas adapté pour toutes les tailles d'entreprise. Euh, a priori, Looker souhaiterait pouvoir s'implémenter chez toutes les tailles, mais la réalité du terrain, c'est que un environnement centralisé de BI, c'est clairement pas systématique. Dans des petites entreprises, on peut voir encore aujourd'hui, hein, on a beaucoup de sujets où le but c'est de rationaliser, c'est de trier ce qui peut être fait sur du Excel avec des choses un petit peu volantes à droite à gauche, des fichiers, etc. Là, on ne va pas pouvoir se connecter à un fichier local, TXT, CSV, Excel ou j'en passe. C'est pas possible. C'est vraiment, on se connecte à une base de données et tout doit être traité en amont. Il n'y a pas d'ETL. LookML, ça n'est pas un ETL, hein, c'est pas un Power Query ou un module data prep de tableau. Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment, on fait de la couche sémantique. Les données, elles sont préparées en amont. Du coup, clairement, il va y avoir des contextes d'entreprise où ça va pas être implémentable, ou en tout cas pas sans avoir investi sur d'autres outils en amont, en plus, en complément. Du coup, ce modèle comment dire d'usage des données, comme on en parlait dans les premiers slides, va créer une certaine inertie. On a quand même beaucoup ce qui fait le succès d'outils comme Power BI notamment, parce que c'est une bonne comparaison. Il y a aussi ce côté couche sémantique, mais en créant des datasets. Donc une autre manière de voir les choses. C'est à la main de l'utilisateur. Ça se veut self-service. Alors bon, ça c'est toujours le point, à quel point quelqu'un peut se prendre la main en autodidacte là-dessus ou pas. Bon, tout le monde va avoir un petit peu son avis, mais c'est un outil qui se veut comme self-service, etc. Où les gens, justement, ce qu'ils aiment, c'est avoir cette possibilité d'avoir eux-mêmes à intégrer leurs données, en respectant plus ou moins les bonnes pratiques de BI, certes, mais ils arrivent au résultat attendu et ils sont contents de pouvoir y arriver par eux-mêmes et pas avoir à attendre l'IT ou des process. Là, côté Looker, même si c'est pas compliqué d'intégrer des données dans GCP, c'est pas le point. Il y a quand même une certaine inertie par rapport à peut-être des process, une autonomie qui n'est pas là, une réactivité qui peut ne pas être là ou pas, qui n'a rien à voir avec les outils, c'est plus avec l'organisation. Là, on n'est pas dans ce genre de considération. Donc c'est un petit peu ce que je disais à un moment, hein, c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut voir sur d'autres outils. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est une manière d'intégrer l'outil et des process à mettre en place différents que dans la logique actuelle d'un tableau, un clic ou un Power BI. Et au niveau de la tarification, c'est pas évident. Enfin voilà, on a essayé de rendre les choses le plus clair possible. Peut-être qu'il va y avoir aussi des évolutions par rapport à ça. Là actuellement, c'est quand même comment dire, en discussion directe avec Looker que vous allez pouvoir travailler cette tarification-là. Donc ça laisse quand même pas mal de flexibilité, d'agilité, parce que ça va quand même s'adapter en fonction de vos besoins et de votre discussion avec Google. Donc voilà, nous on a essayé de nous projeter un petit peu sur des cas assez classiques, voilà, donc ça reflète pas non plus la réalité, c'est pour vous donner des ordres d'idées. Mais clairement, le côté, il y a une plateforme, il y a des licences à l'utilisateur de 3 typologies différentes et il y a des add-ons, ça fait quand même quelque chose d'assez touffu à prendre en compte. Donc on aimerait bien que ça soit peut-être un peu plus simple. Voilà. Écoutez, c'était tout pour notre présentation sur l'outil en lui-même. Je ne sais pas si Manuel, tu as d'autres choses à rajouter. Moi, je vais regarder s'il y a des questions Voilà, en on va passer aux attendant. questions, effectivement. Ouais. Donc n'hésitez pas, hein, on a un petit peu
de temps pour continuer là-dessus. Sinon, on clôturera évidemment le meeting. Le but, c'était voilà, de faire en une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, une présentation, une overview de l'outil. Donc, j'espère que ça aura été pour vous une bonne manière de vous introduire le Looker, ce nouveau venu dans la scène BI en France, puisque bon, ça fait pas non plus très longtemps qu'on entend parler de Looker en France. C'était vraiment l'occasion de revenir un petit peu dessus. Je vois pas de questions jusque-là. Pas très grave, hein, ça veut dire qu'on a été clair. Il y aura le replay qui sera disponible. Ah, il y a une question. Est-ce qu'il est aussi possible de créer des dashboards sans passer par la couche sémantique? Alors, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où vous pouvez prendre les données, une table par exemple, euh, comment dire, mettons de GCP, on va rester dans un cas assez simple. Si vous avez une seule table, il n'y a pas de couche sémantique à implémenter. Vous allez juste pouvoir prendre peut-être les données qu'il va y avoir directement dans cette table-là. Après, en fait, à partir du moment où vous allez vous reposer sur plusieurs objets, c'est nécessaire, comme les autres outils, hein, d'avoir cette conception côté couche sémantique. Alors, on vous a pas montré de screenshot là-dessus parce qu'on n'en avait pas à disposition, mais la partie script, c'est vraiment l'envers du décor, hein. Sinon, c'est du glisser-déposer. C'est une interface graphique assez simple, hein. Il y a vraiment très peu d'enjeux. C'est très facile, comme l'a dit Manuel, à prendre en main. Il y a vraiment très peu de compétences à avoir. Il suffit de le voir une fois et on comprend assez vite comment ça marche. Manuel, je ne sais pas si tu as la réponse à la question de Christophe. Non, Est-ce pour la qu'il existe une roadmap, non, on roadmap? n'a pas de roadmap actuellement. Non. Actuellement, on n'a pas d'informations sur une roadmap à partir de Looker, on n'a rien du tout. Moi, ça fait partie des informations sur la projection qui manque peut-être, ou justement d'ailleurs c'est le cas aussi sur d'autres outils, hein. On aime bien pouvoir se projeter, c'est pas forcément très clair sur la roadmap à venir. Il y a d'autres outils où ils sont beaucoup plus clairs et justement c'est assez agréable d'avoir cette vision à 6 mois, 1 an. Là, c'est pas trop le cas pour l'instant. Alors peut-être que ils sont vraiment en train de refondre un petit peu la partie documentation en amont. C'est ce que disait Manuel tout à l'heure, il y a du progrès, etc. Donc peut-être que la prochaine étape ce sera ça, mais actuellement non. On n'a pas trop de visibilité là-dessus. Nous, on a juste eu quelques informations, notamment sur la partie, comment dire, partenariat avec Tableau. On a pu échanger avec des ingénieurs Google, avoir un petit peu plus de visu sur ça pour voir de quoi il en retournait, mais sans trop non plus de précision. Et même question sur l'évolution de la BI agile. Bah alors, je sais pas quelle est ton opinion, Manuel, mais pour moi, clairement, c'est pas la stratégie de l'outil. Ou en tout cas de la manière Effectivement, dont il on est vraiment fonctionne. sur un outil. Ouais. On est vraiment sur un outil qui propose une couche sémantique et des visualisations associées, des intégrations de données. Donc c'est plutôt l'exploitation des données qu'on aura préparées, mais pas, on va pas faire la data prep. Je pense que ça viendra jamais dans cet outil-là. Éventuellement, pourquoi pas Google qui proposerait un ensemble d'outils, dont Looker et dans Mm. une offre globale, mais pas, je pense que ce sera pas intégré dans l'outil. Il n'y a pas Non, de ouais, stockage de données réellement dans l'outil. Il y a du cache, mais il n'y a pas de stockage de ouais. données. On modifie pas les données. Voilà. Par contre, avec la couche sémantique, on peut travailler sur des requêtes qui font une pseudo-préparation, mais ça reste pas de la vraie préparation. Ouais, c'est du SQL finalement, c'est de la vue data mart, des choses comme ça. Mais ouais, enfin, de la manière dont marche l'outil, ça paraîtrait assez étonnant qu'il y ait une évolution sur une partie plus agile clairement, nommons-le à la Power BI par exemple, où vous avez vraiment un outil de bout en bout, vous avez un ETL intégré, la partie cube que vous allez créer où c'est la couche sémantique, même si justement Google n'a pas du tout pris ce volet-là, ils ont travaillé d'une autre manière la partie couche sémantique pour après avoir de la restitution. Eux, ils sont pas dans ce mode de consommation de la donnée comme celui-là. Donc voilà, c'est pour ça, hein, c'est une force et un inconvénient à la fois, hein. C'était en tout cas mon point de vue, c'est le côté s'intégrer dans vraiment une BI décisionnelle centralisée. Pour moi, c'est une bonne pratique, c'est ce qu'on veut vraiment pousser. Nous, acteurs de la data, on veut pousser ça chez tous nos clients parce qu'on pense que c'est la meilleure manière de pouvoir consommer nos données. Après, la réalité du terrain fait que on va essayer de trouver un peu des compromis pour pouvoir donner quand même un petit peu
comment dire, d'autonomie à des équipes. Mais généralement, quand même, ça demande un peu plus de compétences. C'est même dans des équipes qui vont avoir des compétences BI, donc des équipes métiers qui vont avoir une ou deux compétences BI. Bon, c'est quand même un effort en termes de formation quand même pour que les gens soient à niveau là-dessus et fassent pas n'importe quoi, parce qu'il y a quand même des problèmes que ça peut occurer sinon. C'est bien l'agilité, on est pour, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un fervent défenseur de ça, mais c'est pas à tout prix en termes de performance et de problèmes que ça peut euh, faire survenir par la suite. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions, donc Evren et Christophe. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il est un peu plus de moins le quart. Peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a, sinon on va clôturer. Et je pense qu'on va pouvoir donc se laisser là-dessus. Voilà. Encore une fois, le webinar sera disponible comment dire, en replay puisqu'on il a été enregistré. Merci pour votre attention, en tout cas. Et à très bientôt pour peut-être d'autres webinars un peu plus orientés use case sur Looker à l'avenir. On verra comment on pourra un petit peu partager des retours d'expérience sur l'outil pour voir un petit peu comment l'outil a évolué et ce qu'on a pu en faire également de notre côté. Merci à tous et à Merci à bientôt. tous. Bonne journée. Bonne journée à vous.